Bonjour et bienvenue sur Histoire d'un crime. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à partager et à commenter. Merci et rentrons dans le vif du sujet de notre affaire. Dans la ville ensoleillée de San Diego, en Californie, en 1980, un garçon nommé Brandon Duran a vu le jour. Son père, un ancien membre passionné de moto du club de motards des Banditos, considéré par le FBI comme la deuxième plus grande organisation criminelle après les Hells Angels, a eu une influence significative sur lui. Malgré le divorce de ses parents quand il avait à peu près 10 ans, ils ont réussi à maintenir une relation amicale, élevant Brandon ensemble. L'amour de son père pour les motos a été transmis à Brandon. À l'âge de 25 ans, il possédait sa propre moto, qu'il avait assemblée de ses propres mains et qu'il chérissait énormément. Il passait souvent du temps avec d'autres motards, bien qu'il ne fasse partie d'aucun club de motards. La mort soudaine de son père en avril 2005 a été un coup dur pour Brandon. En proie à une dépression croissante, il a décidé de changer de vie. Il a enfourché sa moto et a roulé jusqu'à Las Vegas. Là-bas, il a rencontré Amber Andrews, une jeune femme de 24 ans, dont la compagnie lui a permis d'oublier ses problèmes. Une romance intense a rapidement conduit à un mariage, seulement 2 mois après leur rencontre. À ce moment-là, Amber était déjà enceinte. En décembre 2006, Amber a donné naissance à un beau garçon au nom de Brando. La naissance de Brando a marqué un tournant dans la vie de Brandon. Il est devenu un père et un mari dévoué, mettant le bonheur de son fils avant ses propres intérêts. Cependant, Amber a continué à vivre comme avant, fréquentant constamment des rassemblements de motards et diverses fêtes. Les tensions dans la famille ont commencé à monter, conduisant finalement à un divorce 4 ans après leur mariage. Brandon a obtenu la garde exclusive de Brando. Après le divorce en 2010, Amber était retournée à Meeker, en Oklahoma, et Brandon est rentré à San Diego avec son fils. Petit à petit, les blessures émotionnelles laissées par son mariage raté ont commencé à guérir, et Brandon a retrouvé son optimisme. Cependant, alors qu'il regardait vers l'avenir, le passé a frappé à sa porte. À l'été 2012, Amber est réapparue sur le pas de sa porte, souhaitant se réconcilier et demandant une autre chance pour leur relation. Les sentiments que Brandon avait tenté de réprimer sont ressurgis. Il a cru en la sincérité d'Amber et a accepté de donner une nouvelle chance à leur relation. En septembre, Amber et Brandon ont décidé de rendre visite aux parents d'Amber en Oklahoma, emmenant avec eux leur fils Brando. Ils prévoyaient de rester 1 semaine. Cependant, quelques jours avant leur retour prévu à San Diego, un résident de l'Oklahoma nommé Van Emblem a contacté le bureau d'investigation de l'État. Il a signalé que son ami et employeur, Justin Hammer, lui avait demandé de l'aide pour se débarrasser d'un corps, qu'il prétendait être celui de Brandon Duran. Après avoir reçu l'appel, le shérif local et son assistant se sont immédiatement rendus au ranch de Justin. En parallèle, ils ont contacté la famille de Brandon à San Diego, découvrant qu'il était injoignable depuis plusieurs jours. Jusqu'à ce qu'ils puissent confirmer les informations fournies par Van, ils ont décidé de ne pas divulguer les détails de l'affaire à la famille de Brandon. Lors de l'interrogatoire, Justin a rapidement avoué avoir tué Brandon Duran. Cependant, il a affirmé qu'il avait agi en légitime défense, décrivant Brandon comme un membre dangereux d'un gang de motards qui l'avait menacé. Selon Justin, Brandon était arrivé chez lui à moto, avait enfoncé la porte et avait commencé à le menacer. Justin a prétendu avoir une relation intime avec Amber, ce qui aurait été la raison de la visite inattendue de Brandon.
Après ces mots, Justin a saisi un fusil de chasse qui se trouvait dans un coin de la pièce et a tiré. Réalisant que Brandon était mort, il a eu peur des représailles du club de motards des Banditos et a donc décidé de cacher toutes les preuves plutôt que d'appeler la police. Justin a déplacé le corps dans la salle de bain où il l'a démembré à l'aide d'une scie, puis l'a placé dans 5 seaux de 5 gallons remplis de ciment. Incapable de charger les seaux dans son pick-up à cause de leur poids, il a demandé de l'aide à Van, qui l'a aidé à charger les seaux, mais qui est ensuite allé le dénoncer à la police. Justin a jeté les seaux dans un petit étang sur son ranch. Après s'être débarrassé du corps, Justin a nettoyé la maison et a brûlé les fournitures, les gants et les chiffons qu'il avait utilisés pour le nettoyage. Il a également donné la moto de Brandon à un parent qui l'a démontée pour les pièces détachées sans savoir d'où elles venaient. Une fois que tous les seaux ont été récupérés du fond de l'étang, les officiers sont allés à mi-cœur pour annoncer la triste nouvelle à Amber. Elle était sous le choc après avoir appris la mort du père de son enfant. Elle a dit qu'ils avaient divorcé, mais qu'ils se sont réconciliés et prévoyaient de recommencer à vivre ensemble. Amber a révélé qu'elle avait eu une dispute avec Brandon la veille de sa disparition, après qu'il ait découvert sa relation avec Justin Hammer. Suite à cette dispute, Brandon est parti à moto, promettant de régler le compte de Justin lui-même. Cette version des événements semblait plausible, mais les criminologues qui ont examiné la maison de Justin ont découvert des preuves qui remettaient en question son témoignage. Justin avait affirmé que Brandon avait enfoncé la porte pour entrer dans la maison, mais les enquêteurs ont constaté que la porte avait été enfoncée de l'intérieur. L'empreinte de chaussures trouvée sur la porte correspondait à celle des baskets de Justin, suggérant que c'était lui qui avait enfoncé la porte. En plus d'un pistolet et d'un fusil de chasse, ils ont trouvé une liste d'objets nécessaires pour se débarrasser d'un corps et un coffre-fort pour armes à feu. Ils ont également récupéré une niche pour chien de l'étang, remplie de ciment et contenant des fragments qui ne rentraient pas dans les seaux. Sur la base de ces preuves, Justin Hammer a été inculpé de meurtre au premier degré. Lorsque les enquêteurs ont appris que Justin et Amber étaient amants, l'enquête a pris un nouveau tournant. Ils ont décidé d'examiner de plus près Amber. Elle a affirmé à la police que Brandon était parti à moto après leur dispute, mais sa famille a insisté sur le fait que la moto était en panne. Cela a soulevé des questions. Si la panne n'était pas grave, pourquoi Brandon aurait-il emmené la moto en Oklahoma au lieu de la réparer à la maison? De plus, Amber n'a jamais mentionné que Brandon réparait la moto. Elle a également prétendu avoir un rendez-vous chez le médecin après le départ de Brandon, mais la police n'a trouvé aucune preuve qu'elle était dans un établissement médical ce jour-là. Tout cela signifiait qu'Amber n'avait pas d'alibi. Les enquêteurs ont découvert plus tard qu'Amber avait demandé à une amie de garder son fils le jour de la mort de Brandon. Lorsque son amie est arrivée vers 15h, Amber et Brandon ont quitté la maison ensemble, conduisant le pick-up de Brandon avec la moto à l'arrière. Amber a laissé son téléphone à la maison et n'est pas revenue avant 8 heures plus tard. À son retour, ni Brandon ni sa moto n'étaient dans le camion. Après avoir accédé au téléphone d'Amber, les enquêteurs ont trouvé un message reçu juste avant qu'elle et Brandon ne quittent la maison. Le message de Justin disait « L'encre est prête », ce que les enquêteurs ont interprété comme un code secret indiquant que tout était prêt pour s'occuper de Brandon. En interrogeant les amis proches d'Amber, les enquêteurs ont découvert qu'elle ne voulait jamais se remettre avec son ex-mari et parlait toujours négativement de lui. Elle détestait Brandon pour avoir obtenu la garde complète de leur fils. L'analyse graphologique a confirmé que la note trouvée dans le coffre-fort de Justin, qui listait les objets nécessaires pour se débarrasser du corps, avait été écrite par Amber. Cette découverte a ajouté un autre élément à l'enquête, suggérant une implication d'Amber dans le crime. Lorsque la police a eu accès aux caméras de vidéosurveillance d'un magasin de bricolage local, ils ont découvert que le crime avait été planifié et préparé à l'avance. Les images prises la veille de la mort de Brandon montraient Justin en train d'acheter des seaux et d'autres objets figurant sur la liste écrite par Amber. Cependant, en attendant son procès, Justin a insisté sur le fait qu'il n'avait pas de complice et qu'il avait agi en légitime défense.
Il a affirmé que les objets sur la liste étaient nécessaires pour réparer la maison, pas pour se débarrasser du corps. De plus, il a expliqué pourquoi il utilisait 2 types d'armes, affirmant qu'il tenait un fusil de chasse dans une main et un pistolet dans l'autre. En octobre 2014, Justin Hammer a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. 2 mois plus tard, Amber a été arrêtée et inculpée de meurtre au premier degré de son ex-mari, de profanation des restes et de complot en vue de commettre un crime. Malgré les charges graves portées contre elle, Amber a plaidé non coupable, espérant qu'elle serait libérée sous caution. Le juge de district Jeff Virgin de Norman a accepté la demande de l'État de refuser une caution pour Amber. Le procès d'Amber a débuté au printemps 2017, où elle a plaidé non coupable. Les procureurs Christy Miller et Jennifer Austin ont soutenu que Amber était la seule personne ayant un mobile pour tuer Brandon Duran. Selon eux, Amber était l'instigatrice du crime qui a conduit Brandon chez Justin. Ils ont affirmé que Justin avait tiré 3 fois sur Brandon avec un pistolet et qu'Amber avait tiré le dernier coup avec un fusil de chasse. Miller a déclaré que tous les témoignages et preuves présentés pendant le procès pointaient vers l'implication directe d'Amber dans ce crime. Quant au mobile, Miller a suggéré aux jurés qu'il s'agissait d'éliminer Brandon afin qu'Amber puisse récupérer la garde de leur fils. Elle a souligné qu'Amber était absente de la maison pendant 8 heures le jour de la mort de Brandon et qu'il n'y avait aucune preuve pour confirmer son alibi. Le procureur a déclaré qu'Amber avait aidé Justin à se débarrasser du corps et à nettoyer la maison. Elle ne voulait pas donner son fils à un homme qu'elle détestait et, comme elle ne pouvait pas obtenir la garde de l'enfant par le biais du tribunal, elle a décidé d'éliminer Brandon. L'avocat de la défense, Jay Mendros, a contesté la validité des preuves présentées par le bureau du procureur, insistant sur le fait qu'Amber était innocente. Jay Mendros a déclaré aux jurés « Elle n'est pas une tueuse de sang-froid, elle n'a pas planifié ce meurtre. Justin a fait ça parce qu'il avait peur de perdre Amber. Nous ne condamnons pas les gens dans ce pays sur des suppositions. Ils n'ont aucune preuve autre que des soupçons. Cela ne fait pas d'elle une conspiratrice ou une meurtrière. Justin Hammer a avoué ce meurtre. Il a dit qu'il l'a fait et qu'il l'a fait seul. » Après plus de 4 heures de plaidoirie finale, les jurés ont atteint les verdicts de culpabilité. Ils ont proposé de condamner Amber Andrews à la réclusion à perpétuité. La condamnation était prévue pour le 12 juin 2017. Ce jour-là, Amber est apparue à l'audience de bonne humeur. La mère de Brandon, Cindy Ware, s'est approchée en pleurs de la barre des témoins pour exprimer ses pensées sur la façon dont la mort de son fils l'a affectée et a affecté son petit-fils Brando. Elle a déclaré « Tout ce que Brandon voulait, c'était sa famille, et vous l'avez tué pour ça. Je ne verrai jamais ce sourire qui illumine une pièce avant même que Brandon n'y entre. Il n'aura pas la chance d'apprendre à Brando comment faire du snowboard. Vous avez veillé à cela quand vous l'avez tué. Si vous vous souciez de Brando, vous n'auriez pas tué son père. Vous devez travailler pour obtenir ce que vous voulez, pas tuer pour l'obtenir. C'est l'œuvre du diable. » Amber Andrews a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre au premier degré de Brandon Duran. En plus de cela, elle a reçu 7 ans pour avoir profané les restes et 10 autres années pour conspiration en vue de commettre un crime. Justin Hammer purge actuellement une peine à la prison d'État de l'Oklahoma à McAlester, tandis qu'Amber Andrews reste incarcérée au centre correctionnel de Mabel Bassett à McLeod, en Oklahoma. Depuis le 7 août 2012, Brando est sous la garde du département des services humains de l'Oklahoma, vivant dans une famille d'accueil. Après avoir lutté contre le système judiciaire, en janvier 2013, Brando a été autorisé à retourner à San Diego pour vivre avec sa grand-mère, mais ce n'était pas encore une victoire. Il a fallu 5 ans à Cindy avant qu'elle ne puisse obtenir la garde complète de Brando. Mes chers amis,
Nous voici arrivés à la conclusion de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à ma chaîne.